À la une également, le nouvel an chinois, ou plutôt le nouvel an lunaire avec nous pour fêter l'événement. Comme il se doit, Julia Maïd, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la fondatrice d'un magazine dont on a déjà parlé ici dans 64 minutes sur TV5 Monde. Ça s'appelle Koi. Koi, ça veut dire la carpe en japonais. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un grand chef étoilé à Paris qui est japonais. Alors Koi, c'est le magazine des sociétés de cultures asiatiques. Alors, vous avez fondé ce magazine, vous en êtes la rédactrice en chef. Peut-être d'abord une précision, pourquoi faut-il dire nouvel an lunaire et pas nouvel an chinois? Car effectivement, ce nouvel an est fêté en Chine, mais aussi au Vietnam, où c'est la fête du Tet, en Corée, où c'est Seollal, si je ne me trompe pas, et dans d'autres pays également en Asie. Et en France également, notamment au Canada et dans bien des pays francophones. Ouais. Alors, cette année, c'est l'année du... Cochon de terre, c'est un animal bon, sympathique et généreux. La terre va apporter aussi de la stabilité. Normalement, c'est une bonne année. En principe, c'est une bonne année pour tout le monde, c'est ce qu'on souhaite. Alors, la fête est célébrée partout dans le monde, 1500 événements organisés à travers 133 pays. Vous avez décidé d'ailleurs dans ce nouveau numéro, le numéro 9, de nous emmener aux quatre coins du monde avec un tour du monde des Chinatown. Oui, effectivement, car les diasporas chinoises ou asiatiques au sens large se sont implantées un petit peu partout. Alors, il y en a qui sont... Alors, il y a même un Chinatown au Japon. On voit la carte. Ouais. Voilà, il y a un Chinatown à Vancouver, à San Francisco, New York, Londres, Manchester, et puis il y en a plein d'autres, mais on s'est déjà concentré sur cela. Et c'est là donc qu'on va célébrer aussi le nouvel an lunaire, qu'on est déjà en train de le célébrer d'ailleurs. Et c'est passionnant parce que vous expliquez bien entendu l'origine, l'établissement de ces communautés asiatiques, notamment chinoises, notamment aux États-Unis à partir du 19e siècle. Alors dans ce nouveau numéro, vous vous intéressez cette fois au couple mixte, une enquête passionnante avec des femmes et des hommes qui vous ont confié des anecdotes parfois croustillantes, parfois assez édifiantes. Par exemple, est-ce que tu as déjà dit à tes parents que je suis asiatique? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on vous a dit? Non. Enfin, pas à vous, mais en tout cas à votre équipe, ouais. Voilà, c'est vrai que c'est une question parce que bon, quand on dit je vais te présenter Pierre, au fait je sors avec lui depuis 3-4 mois. Ouais. Ah, au fait tu as dit à tes parents que j'étais asiatique. Ah non, j'avais oublié ce détail, mais voilà, parfois il faut le dire et puis parfois il y a des tabous. C'est ce qu'on voit dans cette enquête, que c'est au moment où on rencontre les familles que finalement les différences culturelles émergent un peu plus parce que forcément il y a des éducations différentes et donc on se pose, est-ce que j'ai le droit de lui parler de ça? Est-ce que je peux lui demander d'où il vient? Est-ce que je dois lui faire un plat en particulier pour lui faire plaisir? Voilà, on marche un peu sur des œufs. C'est un peu qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, on va dire. Préjugés, amour, disputes, enfants, belle famille, mais c'est pas tout en fait. Dans cette enquête, on découvre aussi que les parents, à travers l'enfant auquel ils vont donner naissance, c'est la volonté de transmettre un héritage culturel. Oui, c'est souvent au moment de la transmission, donc entre 25 et 40 ans, qu'on se pose des questions sur d'où l'on vient et qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants. C'est à ce moment-là que certains ont envie de redécouvrir la langue de leurs propres parents et ont envie de se rapprocher d'une culture, alors ça peut être religieuse ou autre, de retrouver des plats aussi, ouais. En se disant ma mère m'a fait un super banjung et puis maintenant moi je sais pas le faire, faut que je puisse l'apprendre à mon fils, donc je vais l'apprendre. Alors justement, vous avez rencontré le grand chef cuisinier japonais Kei Kobayashi. Il fait partie des 15 chefs parisiens qui comptent 2 étoiles au guide Michelin. Et le titre, c'est franchouillard. Chef franchouillard, pourquoi? Alors parce que lui, pour un chef japonais, ne cuisine que très peu de plats japonais. Il est fan de cuisine française, c'est ce qu'il fait dans son restaurant Kei. Et il adore aussi la cuisine italienne. Donc moi, j'ai hâte qu'il ouvre également un restaurant italien tenu par un chef japonais à Paris. Je trouve ça assez chouette. Ça peut être pas mal. Et dans ce numéro, vous nous emmenez aussi dans le nord du Vietnam, une région sublime, loin des sentiers battus. C'est vrai que ce n'est pas celle qu'on trouve dans les guides touristiques, dans les montagnes, avec des peuples qui parlent leur langue historique, ancestrale. Oui, alors c'est vrai que c'était pas facile pour faire ce reportage. Heureusement, on a été bien accompagnés. Mais notre journaliste et notre photographe sont allés donc au nord du Vietnam, dans des ethnies assez reculées. C'est 6 heures de voiture, 2 heures de marche, des randonnées très longues. On dort avec les animaux, on prend des douches froides. Mais on est au cœur de ces populations. Et puis, ils ont eu la chance quand même de faire un karaoké avec les Hmong. C'est pas mal, je trouve, comme expérience. Et on y mange, à mon avis, très bien, puisque la cuisine vietnamienne est l'une des meilleures en Asie et pas loin d'être l'une des meilleures au monde. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau, Julia Maïd. Koi, donc, à trouver en kiosque et chez les marchands de journaux en France. Merci.